comment Andrew Carnegie est devenu l'homme le plus riche du monde. Dans l'histoire de l'humanité, rares sont les hommes qui ont accumulé des fortunes comme celle de Andrew Carnegie. Un homme aussi complexe que riche. Après avoir vendu son entreprise, sa valeur nette équivalait à 2% du PIB des États-Unis. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir comment un immigrant écossais qui à son actif avait seulement 5 années de scolarité est passé de la pauvreté au statut d'homme le plus riche du monde. Carnegie a été à un moment donné l'Américain le plus riche de l'histoire, mais il n'est pas né en Amérique. L'histoire d'Andrew Carnegie commence de l'autre côté de l'Atlantique, à Dunfermline, en Écosse. Il grandit dans ce que l'on ne peut décrire comme une pauvreté absolue. Sa mère travaillait jour et nuit à coudre des chaussures. Son père fabriquait des tissus et d'autres matériaux sur des machines à tisser. Jusqu'à ce que la machine à vapeur fasse son apparition. La technologie du tissage s'améliorant rapidement, l'entreprise de son père s'effondre. Il se retrouve écrasé par la révolution industrielle, voit son père souffrir en mendiant du travail, ce qui a un impact profond sur le jeune Carnegie. En 1848, les Carnegie partent à la recherche d'une vie meilleure hors d'Écosse. Après avoir vendu tous leurs biens et emprunté 20 livres, la famille s'embarque pour un voyage vers la terre d'opportunité, l'Amérique. Ils recommencent leur vie à zéro et s'installent à Pittsburgh, la plaque tournante de l'industrie manufacturière, mais ils ne parviennent pas à échapper aux difficultés de leur nouveau pays. Son père et sa mère ont tous deux du mal à trouver du travail, ne laissant à Andrew d'autre choix que d'abandonner l'école pour subvenir aux besoins de sa famille. Il a finalement pu décrocher un emploi dans un bureau télégraphique local. En tant que messager, il livre des télégrammes à vélo dans toute la ville de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Il mémorise le visage de toutes les personnes qu'il livre afin de pouvoir les saluer par leur nom s'il les voit en dehors du travail. Cette expérience offre à Carnegie une occasion unique de se familiariser avec le monde des affaires de la ville. À 17 ans, il perfectionne ses compétences. En télégraphe, il devient de plus en plus habile. De manière impressionnante, il peut réciter des messages sans avoir besoin de les écrire. Cela attire l'attention de Thomas Scott, un directeur régional de la Pennsylvania Railroad Company, qui engage Carnegie comme calligraphe personnel et secrétaire privé. À l'époque, la Pennsylvania Railroad Company était la plus grande entreprise du monde. Pour Carnegie, qui a le sens des affaires, c'est une occasion unique, une place aux premières loges pour apprendre comment gérer une entreprise prospère. Tom Scott, son patron, a réalisé le potentiel de Carnegie et a décidé de prendre le garçon sous son aile. L'encadrant comme son second père, Tom décide d'investir dans des actions, ce qui donnera à Carnegie son premier aperçu du capitalisme. Pendant la guerre civile américaine, au lieu de participer à la guerre, Carnegie s'en est échappé après avoir payé 850 $ pour que quelqu'un le remplace et prenne sa place dans le champ de bataille. C'est à cette époque que Carnegie a remarqué que les ponts en bois étaient facilement brûlés par les troupes ennemies et qu'il y avait un besoin désespéré de ponts en fer pour les remplacer. Il profite de l'occasion pour lancer sa société de ponts, le Keystone. Mais c'est sa prochaine action qui fera de lui un homme d'affaires avisé. Keystone ne construisait pas seulement des ponts. Ils avaient aussi leur propre usine de fer qui fournissait le fer nécessaire à la construction des ponts. Posséder la source de fer signifiait que l'entreprise de construction de ponts de Carnegie ne serait pas dépendante des entreprises minières ou extractives pour le fer, comme ses concurrents. Cela permettait non seulement à Carnegie de mieux contrôler l'ensemble du processus, mais aussi d'améliorer ses marges. Une fois le pont construit, il tire parti de ses relations dans l'industrie ferroviaire pour gagner énormément d'argent. Il exploitait essentiellement
3 sociétés, chacune. D'abord une société d'extraction minière, ensuite une société de construction de ponts qui utilisait le fer fourni par sa société minière. Et une fois le pont construit, sa 3e société se monétisait en vendant des rails. Le concept a fonctionné à merveille, toujours à la recherche de la prochaine grande opportunité. Andrew a jeté son dévolu sur la ville de New York, la capitale mondiale incontestée des affaires. Il s'attendait à trouver une culture trépidante et à se mêler à d'autres hommes d'affaires distingués. Mais ce qu'il a trouvé à la place, c'est la déception. Il décrivait les riches individus qui l'entouraient comme des crapules. Carnegie s'est écrit une note dans laquelle il se promettait que dans 2 ans, lorsqu'il aurait 35 ans, il prendrait sa retraite et se consacrerait à rendre le monde meilleur. Mais cette note restera lettre morte. En 1856, une nouvelle invention d'Henri Bessemer, appelée le convertisseur Bessemer, un four en forme de poire qui permet la production massive d'acier, une chose que l'on croyait auparavant impossible. Pour la première fois, il est enfin possible de créer de grandes structures en acier, donnant ainsi naissance aux premiers gratte-ciel qui transformeront à jamais l'horizon des villes. Carnegie agit à la vitesse de l'éclair et construit avec succès les premières usines sidérurgiques d'Amérique. Ce faisant, il engage les meilleurs ingénieurs et architectes que l'argent peut acheter. Il se concentre sur l'amélioration de l'efficacité en utilisant toujours les mêmes technologies et en poussant ses employés au maximum de leur capacité physique et mentale. Il était également connu pour exiger de ses employés qu'ils travaillent 364 jours par an, ne leur permettant de se reposer que le 4 juillet. La technologie ne cessant de progresser, il cherchait à remplacer ses employés par des machines dès que l'occasion se présentait. Contrairement aux êtres humains, les machines n'avaient pas besoin de sommeil. Elles ne demandaient pas non plus d'augmentation de salaire et n'essayeront certainement pas de se syndiquer. Carnegie, maître de la vente, décida de nommer l'entreprise non pas Carnegie Steel, mais plutôt Edward Thompson Steel, le nom d'un de ses clients de l'industrie ferroviaire. Carnegie espérait qu'une assurerie nommée d'après le nom d'un de ses clients montrerait sa reconnaissance pour son activité et peut-être même lui assurerait davantage de commandes de la part du chemin de fer. Et ce fut le cas. La première commande de Thompson consistait à 2000 rails d'acier. Donner le nom de client à son usine était plus que simple geste commercial. C'était une partie d'une stratégie plus large, montrant de la reconnaissance publique pour les autres. Des actes de ce genre continueront à lui rapporter d'énormes dividendes tout au long de la carrière. Pour l'aider à diriger les aciéries de Carnegie, il a fait appel à un dirigeant impitoyable, connu sous son impitoyabilité et son souci du résultat, Henry Clay Frick. En tant que partenaire, force puissante, et pour montrer à quel point ces deux-là peuvent être impitoyables, il suffit de se reporter à l'histoire des usines Duquesne. À l'aide de Frick, Carnegie répand une rumeur selon laquelle l'usine de Duquesne produisait de l'acier défectueux. Ce n'était pas vrai, mais cela n'avait pas d'importance. Carnegie prétendait aux clients du chemin de fer que leurs rails manquaient de ce qu'ils appelaient l'homogénéité. Peu de gens, voire personne, savaient ce que ce mot signifiait, mais ce n'était pas important. Carnegie utilisait ce mot parce qu'il semblait suffisant pour effrayer les chemins de fer qui craignaient de ne pas obtenir un bon produit. Les ventes de Duquesne ralentissaient. Ils finiraient par ne plus être rentables et se retrouveraient à court d'argent. Pour accélérer leur disparition, Carnegie et Frick s'empressèrent de casser les prix de Duquesne, mettant ainsi la société sous pression. En l'espace de 2 ans, les finances de Duquesne étaient en ruine, ne lui laissant d'autre choix que de la vendre à nul autre que Carnegie à un prix défiant toute concurrence. Pour Carnegie, les règles d'engagement sont claires. Faites tout ce qu'il faut pour gagner. Mais cette impitoyabilité avait un prix élevé, comme il allait bientôt le découvrir dans l'une de leurs plus grandes aciéries à Homestead
en Pennsylvanie, Carnegie venait d'investir des millions de dollars pour optimiser l'efficacité de l'usine, lui permettant de produire plus d'acier que toute autre usine comparable à sa taille. Mais il y avait une autre partie de la machine à profit qui devait être encore optimisée, le coût de la main-d'œuvre. Cela pose un problème à Carnegie qui s'efforce de redonner son image de milliardaire oppresseur de l'industrie sidérurgique et de champion des droits des travailleurs. Plutôt que de risquer sa réputation, il a donc demandé à son bras droit, le lieutenant Henry Frick, d'exécuter le travail. Pendant ce temps, Carnegie prend ses distances en voyageant à l'étranger dans son pays d'origine, l'Écosse. Carnegie savait qu'il ne voulait pas se trouver près de ses usines après avoir réduit les salaires de 10 000 travailleurs mal payés et déjà frustrés. En 1892, les tensions entre les ouvriers et les propriétaires d'usines sont pratiquement exacerbées. L'écart de richesse ne cessant de se creuser, les personnes les plus riches d'Amérique accumulaient des fortunes plus rapidement qu'à n'importe quel moment de l'histoire américaine. Pendant ce temps, les ouvriers avaient le sentiment d'être la propriété des riches et que leur voix était de plus en plus faible, ne pouvant être entendue que par le biais d'un syndicat. Pour rendre les choses encore pires, Frick, qui prend ses ordres de Carnegie, exige une augmentation de la production de l'usine, ce qui signifie encore plus d'heures de travail. Mais pour couronner le tout, Frick n'augmentera pas leurs revenus, il les réduira. Des heures de travail plus longues et un salaire plus bas. Mettre Homestead en ébullition. Les grévistes exigent également des conditions de travail plus sûres. Et pour une bonne raison, en 1898, 97% des travailleurs dans l'acier et l'industrie mouraient de travail. Quand les travailleurs ont refusé les demandes agressives de Frick pour plus d'heures et moins de salaire, il a décidé de mettre tous les employés à la porte et a fait appel à un groupe de travailleurs immigrés qui seraient prêts à effectuer leur travail difficile pour moins cher. À la fin de la bataille, 9 ouvriers d'usine et 7 Pinkerton sont morts. Des centaines seront blessés. Les combats sont si violents que le gouverneur ordonne l'envoi de 8000 militaires en renfort. Sous la protection des troupes de l'État, l'usine sera rouverte. Malheureusement pour les ouvriers de Carnegie, ils reviendront avec un salaire inférieur, des heures de travail plus longues et les mêmes conditions de sécurité. Avant les tragédies de Homestead, ils plaidaient souvent en public pour de meilleures conditions dans les aciéries et une augmentation des salaires. Mais ces paroles étaient loin d'être en accord avec ses actions. L'hypocrisie était incroyablement répandue. Alors qu'il prêchait l'augmentation des salaires et l'amélioration des conditions de sécurité, il réduisait simultanément les coûts de la main-d'œuvre. En réduisant les salaires et en faisant rien ou presque pour rendre ses usines plus sûres. Mais malgré les tensions, l'animosité, les aciéries continuent de prospérer. En 1900, l'entreprise produit plus d'acier que la nation entière de Grande-Bretagne. Mais en 1901, Carnegie se lasse du jeu et veut passer du temps avec sa femme et sa fille. Le financier JP Morgan, un concurrent de plus en plus important dans l'industrie de l'acier, et Carnegie, qui approchait 70 ans, devient ouvert à l'idée de vendre sa société qu'il a passé toute sa vie à construire. Carnegie a écrit sur un bout de papier ce qu'il serait prêt à accepter. Charles Schwab, le président de Carnegie Steel, a remis l'offre à Morgan. L'histoire raconte que JP Morgan a jeté un coup d'œil à l'offre et sans hésitation l'a accepté. Morgan achète Carnegie Steel pour 480 millions de dollars, faisant de Carnegie l'homme le plus riche du monde à l'époque. Carnegie coupe complètement le pont avec sa vie professionnelle et se consacre 100% au service du monde par le biais de philanthropie, sans laisser un seul dollar à sa famille. Parce que qu'Andrew n'a eu que 5 ans de scolarité, il avait un faible pour les bibliothèques, ce qui selon lui l'a aidé à atteindre le succès financier qu'il a acquis. Au cours de sa vie, il a fait don de plus de 2000 bibliothèques à des villes du monde entier. Mais il ne s'agissait pas uniquement de promotion personnelle. Il était généreux, son nom n'apparaissait que sur moins de 500 bibliothèques. Un exemple de sa générosité est le Carnegie Hall, l'un des monuments le plus connu de New York, construit en 1891.
Carnegie a construit et a donné le bâtiment en tant que rôle de musique, mais son nom original n'a été changé en version actuelle qu'après sa mort. À Lenox, dans le Massachusetts, le travail à plein temps de Carnegie consistait à donner l'immense richesse qu'il avait accumulée pour lui-même. Comme nous l'avons mentionné au début de cette histoire, Carnegie était un homme aussi complexe que riche. A-t-il utilisé des techniques de travail abusifs pour que ses usines produisent un maximum de profit? Oui. Était-il hypocrite? Bien sûr. A-t-il inventé des calomnies pour mettre ses concurrents en faillite? Absolument. Si toutes ces choses sont vraies, l'impact philanthropique de Carnegie est tout aussi grand, perplexe, pour ne dire plus. Comment un homme peut-il commettre de tels péchés et devenir encore un saint? Peut-être considérant-il le don de son argent comme un moyen d'expirer ses péchés commerciaux? Gagner de l'argent, un sentiment formidable, mais le donner, un sentiment encore meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à cliquer en bas sur le bouton j'aime et vous abonner une fois de plus. N'oubliez pas de cliquer sur l'icône de la cloche de notification qui vous avertira chaque fois que nous aurons nos prochaines vidéos. Vivez, non survivre, soyons prospères.